Cette deuxième partie illustre l'étude de la motricité et du tonus. La réalisation du mouvement volontaire met en jeu plusieurs systèmes étroitement dépendants les uns des autres. Tout d'abord, l'idée du mouvement prend naissance dans le cortex associatif. Celui-ci va transmettre les informations au cortex moteur. Parallèlement, durant quelques centaines de millisecondes, vont intervenir les noyaux gris centraux et le cervelet. Au sein des noyaux gris centraux interviennent le système striopalidal, le thalamus et les structures sous-thalamiques, en particulier le locus niger. Le cervelet intervient dans le mouvement par ses trois grands systèmes fonctionnels, les hémisphères pour la préparation du mouvement, la pars intermédiaire pour l'exécution et le contrôle en feedback, le vermis pour l'adaptation posturale. Après que les informations provenant des cortex associatifs aient été traitées par les noyaux gris centraux et les hémisphères cérébelleux, elles sont renvoyées sur l'aire motrice principale et le mouvement est exécuté par décharge des cellules de Betz à l'origine du faisceau pyramidal. On vous rappelle ici les principaux repères anatomiques dans la capsule interne, puis dans le pied du pédoncule, puis à la partie moyenne de la protubérance, à la face antérieure du bulbe, suivi de la décussation, les fibres croisant pour gagner le côté opposé, et enfin la projection sur les motoneurones de la corne antérieure de la moelle. Deux types de neurones interviennent à ce niveau, les motoneurones alpha destinés aux fibres musculaires, les motoneurones gamma destinés aux fuseaux neuromusculaires. La recherche d'un trouble de la motilité et du tonus implique d'avoir à l'esprit cette conception générale de l'organisation du mouvement. Cette étude sera tantôt très globale, visant à mettre en évidence une perturbation motrice en général, tantôt très analytique, visant à identifier, derrière un trouble moteur, l'atteinte d'un système ou d'un organe effecteur. Outre les facteurs de commande et de programmation, on doit également tenir compte des récepteurs périphériques, musculaires et articulaires, qui renvoient en permanence des informations au système effecteur. Le schéma ci-contre illustre les voies sensitives qui empruntent le ruban de Rayleigh médian, se projettent sur le thalamus et enfin sur le cortex sensitif. Plusieurs grandes fonctions peuvent, lorsqu'elles sont lésées, rendre compte de perturbations motrices et du tonus. Lésions hémisphériques de la voie motrice principale responsable des hémiplégies, lésions du système extrapyramidal responsable des syndromes parkinsoniens avec hypertonie, des dystonies et des mouvements anormaux évoluant sur un fond d'hypotonie. Lésions du cervelet, responsable de troubles de la coordination du mouvement, de troubles de la statique et de la marche avec hypotonie. Lésions des cordons postérieurs de la moelle, responsable d'ataxie avec hypotonie. Lésions des cornes antérieures, réalisant des amyotrophies neurogènes hypotoniques. Lésions du nerf périphérique, réalisant des paralysies tronculaires ou radiculaires hypotoniques. Et enfin, pathologie musculaire responsable de diminution de la force segmentaire. L'étude de la marche est une bonne méthode pour débuter l'examen, car dès l'inspection de l'attitude générale du sujet, de l'amplitude du pas, du ballon harmonieux des bras et de la réalisation du demi-tour, on peut déceler une anomalie symptomatique. Il en est de même de la station debout, pieds joints, yeux ouverts puis yeux fermés, qui apprécie rapidement la statique et l'équilibre. Elle peut être affinée par l'étude de l'appui unipodal. Après quoi l'examen va s'attacher à rechercher un déficit moteur. Dans un premier temps, on peut proposer des manœuvres dites globales, illustrées ici par la recherche aux membres inférieurs d'un déficit distal, en demandant au sujet de monter alternativement sur les talons puis sur les pointes. Un déficit proximal par un simple accroupissement. Enfin, des mouvements alternatifs rapides des pieds. Aux membres supérieurs, on recherche également une perturbation des mouvements fins des doigts ou un déficit proximal par la manœuvre de Barré, bras tendus, yeux fermés.
Autre manœuvre globale, les épreuves classiques de Mingazzini, cuisses et jambes en flexion à 90 degrés, et de Barré en procubitus. Cette dernière manœuvre peut être sensibilisée en réduisant l'angle de la jambe par rapport au plan du lit, qui augmente l'effort fait par les ischio-jambiers. Avant de passer à un stade plus analytique, l'examen apprécie la statique générale et la trophicité générale, comme ici pour la ceinture scapulaire. On l'apprécie également pour les mains, où la mise en évidence d'une amyotrophie, de fasciculation ou de troubles vasomoteurs va souvent de pair avec une atteinte motrice. Aux membres supérieurs, on voit ici la recherche du déficit des interosseux. Parallèlement, on peut mettre en évidence une inattention motrice qui se traduirait par une chute du membre non concerné par l'effort musculaire. Dans cette manœuvre, on peut également observer le signe de la main creuse révélé par une adduction du pouce. Enfin, on peut objectiver un déficit de la pince pouce-index, tous signes qui peuvent orienter vers une atteinte pyramidale à minima. La poursuite de l'examen devient alors plus analytique. On voit ici l'évaluation des deltoïdes qui réalisent l'abduction, l'évaluation des pectoraux, adducteurs, des rotateurs externes, des rotateurs internes, des biceps, fléchisseurs de l'avant-bras en supination, des triceps, extenseurs de l'avant-bras sur le bras, des longs supinateurs, fléchisseurs de l'avant-bras placés en semi-pronation, des radiaux, extenseurs du poignet, des extenseurs des doigts, en s'opposant à l'extension de la première phalange, enfin des fléchisseurs des doigts. L'illustration qui est présentée ici ne saurait être exhaustive. Elle donne une idée globale de la force musculaire du membre supérieur. Il est bien évident qu'en cas d'atteinte périphérique en particulier, un testing beaucoup plus détaillé sur les petits muscles de la main, par exemple, devra être réalisé. Aux membres inférieurs, on analysera successivement les extenseurs de hanche, en particulier le grand fessier, les fléchisseurs de hanche, particulièrement le psoas, les moyens fessiers qui sont abducteurs, les adducteurs, le quadriceps, extenseur de la jambe sur la cuisse, les ischio-jambiers, fléchisseurs de la jambe sur la cuisse, puis les fléchisseurs dorsaux du pied, principalement le jambier antérieur, l'extenseur commun des orteils, l'extenseur propre du gros orteil, les péronniers latéraux comme abducteurs du pied, le triceps, fléchisseur plantaire, et les adducteurs du pied comme le jambier postérieur. L'étude de la musculature des membres est toujours complétée par celle de la tête et du cou. On testera principalement les sternocléidomastoïdiens qui sont responsables de la rotation de la tête du côté opposé, vers la gauche pour le sternocléidomastoïdien droit et vers la droite pour le sternocléidomastoïdien gauche. Les trapèzes par élévation des deux épaules ou de l'une puis de l'autre contre résistance, principalement